retrouver pour cette nouvelle édition de l'Aéro Show. Cette fois-ci, encore une fois, bien accompagné avec Jonathan, que vous connaissez bien. Et Jonathan a eu du pif ce soir parce qu'il nous a amené un expert de renom, franchement fort impressionnant dans le domaine du composite. Vous allez voir, là, aujourd'hui, on va en apprendre de toutes sortes. Salim, bonjour. Salut. Merci d'être là. Donc, expliquez-moi là, rapidement, les gars, Jonathan, peut-être commencer. Comment vous êtes connus? En fait, qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu te retrouves sur ce plateau? Donc, Joe, qu'est-ce qui t'as eu l'idée était venue de où pour. En fait, au JS en 2020, je cherchais un chargé de projet pour l'ingénierie. C'est un processus qui avait duré un certain temps, je me rappelle, ça avait été compliqué. Puis à un moment donné, en 2020, on se rappelle, c'est la pandémie, là. Donc, je suis tombé sur ce profil-là, un profil d'un gars qui avait un profil méthode, qui avait bâti son propre avion par le passé, qui avait travaillé dans des grosses compagnies d'aviation, Bombardier notamment, qu'on connaît tous. Donc, je suis tombé sur ce que j'appelle le couteau suisse de l'aéronautique, là, un gars qui a fait à peu près de tout. Donc, je me rappelle, ça avait quand même bien été le processus. Bref, il est rentré comme chargé de projet en 2020. Il a roulé sa bosse depuis 2020. Il a eu, il a été chargé de projet. Il a été pendant un court laps de temps coordonnateur de formation. Et dans le fond, il est technicien recherche et développement depuis, je sais pas, peut-être un an. Ouais. Donc, toujours au niveau de Hutchinson Aéronautique. Puis en discutant avec Salim, on discutait souvent, Salim et moi. Salim adore parler d'aéronautique. Même il faut l'arrêter à un moment donné parce que on pourrait passer la journée à en discuter. Puis on cherchait un invité qui pourrait nous parler justement oui, d'aéronautique, mais plus du côté peut-être technique, comment qu'un avion se bâtit. Puis le choix était devenu évident que Salim était l'invité là, par excellence. Donc le voici aujourd'hui. Bon, génial. Puis on va avoir beaucoup de plaisir de l'écouter pour la prochaine heure. Donc, Salim, tu as une grande histoire dans l'aviation. On parlait un petit peu à micro fermé au début, là, que tu as fait ça, puis Jonathan l'a mentionné, tu as fabriqué toi-même des propres avions en kit. Oui. Ça vient de où cette passion-là pour l'aviation? Quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé avant que j'aie des souvenirs, mais ce qu'on me disait, c'est que mon père me faisait des avions en papier, puis je capotais, donc en bon québécois. Et puis, de fil en aiguille, mon père voulait me faire plaisir, fait qu'il avait décidé d'acheter du bois chez Eaton à l'époque. Il y avait un département de hobby, là, de passe-temps, jeu passe-temps, ouais. Ça coûtait 10 cents à l'époque, aller en autobus, aller au centre-ville. Ça te rajeunit pas, ça, hein? Ouais, non, ça me rajeunit pas. Pour voyage d'autobus. Non, fait que j'avais été avec ma mère acheter le bois, puis les outils, puis la colle pour faire le petit avion que mon père était censé me faire après sa journée de travail. Puis j'ai pas été capable d'être assez patient. J'avais 4 ans ou 5 ans, je pense, 4 ans. J'allais pas à l'école. J'avais 4 ans, j'ai pris le livre, j'ai ouvert l'image, puis je me suis assis avec la planche de bois. C'est du balsa, c'est du bois très tendre. Avec l'exacto, j'ai coupé mon morceau de bois pour que ça ressemble à ce qu'il y avait dans le livre. J'ai ouvert le pot de colle, puis j'ai beurré ça de colle pour assembler quelque chose qui était pour ressembler à mon premier avion. J'ai un souvenir très vivide de ça. Tout ça en me cachant de ma mère parce que je savais que j'avais pas le droit. Puis finalement, j'ai fait mon premier avion cette journée-là. Comme un autodidacte, là, vraiment. Ouais. Wow. Est-ce que ta mère a su qu'après ça, 20 ans plus tard, tu allais être à fabriquer des avions? Ben, je pense que mes parents m'ont vu grandir dans le sous-sol. Mes parents étaient assez gentils puis assez permissifs pour dire bon, ben, les outils sont à toi si tu veux bien les utiliser. Mais mets tes souliers, s'il vous plaît, parce qu'il y a des aiguilles à terre. Fait que j'y allais souvent du bas. Et puis, je fabriquais mes petits avions qui étaient de plus en plus grands. Puis, jusqu'à un moment où est-ce que j'étais à l'université pour faire un avion qui avait environ 10-12 pieds d'envergure, qui transportait une masse pour un projet d'avion cargo. Et puis, j'étais en ingénierie à l'époque. Puis, l'ingénierie... j'avais été un petit peu déçu parce que c'était trop mathématique pour moi. C'était pas assez concret, c'était pas assez fabriqué, c'était pas assez les idées, les concepts, comment est-ce qu'on les fabrique, etc. C'était beaucoup plus fait tes devoirs, essayer de passer pour l'examen. C'était plus dans la théorie que dans la Ouais, pratique. Là. exactement. Puis ça me manquait. Fait que j'ai été à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal, en design de l'environnement, qui a une section plus industrielle. Et puis là, j'ai appris à utiliser plus d'outils, tours, fraiseuses, bandiciers, etc.
À l'UQAM, on Ouais. apprend. Ah ouais, c'est intéressant. Ouais. C'est moins le Ouais. réflexe de Ouais, penser qu'en l'UQAM, on va prendre. c'est en design de l'environnement. Je pense que c'est encore comme ça. Puis on avait un atelier multitechnique. Ce qui était le fun là-dedans, c'est on devait avoir un projet de finissant. Et puis, j'avais fait plusieurs projets. Puis mon projet de finissant, je m'étais dit, à un moment donné, j'étais à l'aéroport, j'ai dit, hey, j'ai un avion quasiment assez grand pour mettre un petit bébé dedans. Ben, le prochain, ça va être moi. Puis, tant qu'à faire pour une place, on va faire un 2 places, parce que je suis pas pilote. Donc, Mais là, à ce moment-là, tes avions, est-ce qu'ils volent ou est-ce qu'ils ont des moteurs? les C'est petits avions, ah oui, les petits avions volaient, là. OK. J'avais des moteurs à gaz, une télécommande. Quand même. C'est moi qui faisais la conception de A à Z. Puis l'intérêt de faire la conception de A à Z plutôt que d'acheter un kit que j'assemble, un peu comme un modèle à coller, c'est simplement parce que j'avais pas assez d'argent pour faire le kit. Donc, le kit valait partir. 5 $ à l'époque. Et puis, je m'achetais du bois puis de la colle pour 3 $. Je faisais un avion plus gros que ce qu'il y avait dans la boîte. Fait que pour moi, c'était comme mathématique, c'était évident qu'il fallait que je fasse mon propre design pour faire un avion plus gros. Et puis, mon père était dans l'aéronautique, m'a enseigné la base, la base du vol. Là, et puis, à partir de là, j'ai expérimenté. Puis, à un moment donné, j'étais capable de dire, en regardant un avion, que les proportions étaient bonnes. On dit tout le temps du Spitfire, que dans l'avion de la Deuxième Guerre mondiale, les Anglais avaient tendance à dire, si un avion est beau, il va bien voler. Et puis. Ils font ça avec leur c'est photo pas des faux. fois. Hein. Ça marche Exactement. encore. Ça va bien, mais c'est pas toujours. C'est beau, mais c'est pas toujours fiable. Mais donc, et puis j'ai rencontré un ingénieur à un moment donné qui m'a enseigné des théories de stabilité puis de performance de base. Et puis à partir de là, j'ai été vraiment autodidacte pour prendre les livres, les comprendre, calculer, faire des essais, confirmer mon calcul, etc. Pour vraiment évoluer là-dedans. Parce que là, maintenant, on fabriquait un avion, puis je voulais que ça tienne. Donc, là, il fallait que je comprenne, OK, la portance est répartie comment, la structure, où est-ce qu'on la met pour qu'elle prenne ce qu'on doit porter. Puis après ça, comment tu fais pour être sûr que ton morceau d'aluminium soit juste assez gros, mais pas trop gros, parce que c'est pas un tank qu'on veut fabriquer non plus. Donc, Pour les gens qui nous écoutent en passant, la portance, c'est quoi pour les gens qui sont peut-être un peu moins connaisseurs que toi? Là? OK. La portance, faudrait que je dessine parce que je m'exprime tellement mieux en dessin. Tu peux jouer avec tes mains. Je vais y aller avec les mains. Ils vont Ah ben tiens, on va le faire avec l'avion. Oui, avec l'avion. Je peux rendre l'avion? Oui, super. Bon, la portance, c'est vraiment, premièrement, il y a plusieurs facteurs qui l'influencent. Un, l'angle d'attaque. On voit que l'avion est anglais comme ça, ce qui fait qu'on va avoir plus de portance. Mais si je prends l'avion et que je mets trop d'angle d'attaque, soudainement, qu'est-ce qui se passe? L'avion, l'air qui est par-dessus l'aile, n'est pas capable de rester accroché après l'aile, elle va décrocher. En décrochant, ça crée de la turbulence, puis il y a une perte de portance. Puis souvent, quand on regarde l'aile de côté parfaitement, il y a une surface un peu plus bombée sur le dessus qu'en dessous. Ce qui fait que la molécule d'air qui est au-dessus a un petit peu plus de distance à parcourir. Ce qui crée l'importance parce que la pression d'air est plus bas, plus haute en bas. Exactement, qu'en haut, exactement. Puis les molécules d'air, dans le fin fond, à cause de la distance, si on prend que les molécules d'air ont une petite distance entre les deux, si on prend plus de distance, c'est quoi? C'est du vide. D'où la dépression de l'air au-dessus de l'aile plutôt qu'en dessous. Puis plus qu'on monte d'angle d'attaque, ça c'est l'angle d'attaque, un moment donné, il y a un maximum d'angle d'attaque qu'on peut atteindre pour faire voler un avion. À un moment donné, ça décroche. De pourquoi un pilote va vouloir peut-être ralentir en montant un petit peu son nez ou accélérer en baissant un peu. Oui, exactement. Donc, puis aussi à l'atterrissage, quand on regarde des avions, la géométrie de l'avion ici, on regarde qu'il y a souvent le derrière de l'avion est plus retroussé que le dessus de l'avion. C'est pour s'assurer que le train d'atterrissage ne soit pas trop haut, parce qu'on veut, quand l'avion atterrit, aille environ 15 degrés d'angle. Okay. Donc, à cet angle-là, l'avion commence à décrocher. L'avion est à son maximum de portance, donc minimum de vitesse, pour atterrir sur une piste à plus courte.
Lorsqu'un avion décroche, est-ce que c'est possible de récupérer la chose ou Absolument. OK. Absolument. Ce qu'il faut faire quand on est en situation de décrochage, faut diminuer l'angle d'attaque de l'aile. Ce qu'il faut dire que le pilote doit pousser sur son manche ou sur son yoke pour faire baisser le nez, pour aller chercher de la vitesse. En cherchant de la vitesse, justement, l'air va se raccrocher après l'aile. OK. Et puis là, on va faire une ressource pour récupérer d'un décrochage. OK. C'est pour ça que la phase de décollage et d'atterrissage est tellement importante, parce qu'en bas de 1000 pieds, on est dans une phase où est-ce que c'est dangereux. Donc, s'il se passe quelque chose, on n'a pas beaucoup de place pour récupérer un avion. Ouais. Donc, au-dessus, on peut... C'est pour ça que tous les exercices qu'on fait quand on est étudiant en pilotage, on les fait environ 3, 4, 5 000 pieds. Il y a plus de marge de manœuvre. Exactement. On s'excuse pour les gens en audio en passant. La démonstration que Salim nous a faite était super passionnante. Là. Oh, On va aller le voir sur YouTube. Là. OK. Pas le choix. Ouais. Franchement, c'est très très clair. Puis là, on a un beau global devant nous, mais Oui. sur un avion fait en kit, vous allez essayer de fabriquer les avions, puis je veux qu'on parle un petit peu. Là, quand est-ce que là, tu t'es dit, on va fabriquer véritablement des avions pour déplacer, déplacer moi avec amis, collègues. Ouais. Là, l'idée t'es venue comment? Moi, t'as dit, OK, il va pour... C'est un projet de finissant en design de l'environnement à l'UQAM. Je m'étais dit à l'aéroport, à un moment donné, j'ai dit, bon, ben OK, je fais des avions téléguidés, mais là, maintenant, let's go, on en fait une vraie. Puis, les gens du vrai, sérieux? J'ai dit oui. Pourquoi? Les frères Wright, en 1903, avaient absolument rien. Ouais. Ils faisaient que des vélos. Et puis, ils ont réussi à faire voler un avion plus lourd que l'air, chose que personne ne pensait être possible à faire à l'époque. On disait il y a juste les objets plus légers que l'air, les ballons, les montgolfières, qui étaient capables de voler, parce que les plus lourds que l'air, ça ne peut pas voler. Donc, ils ont pris la science dans leurs mains. Ils ont fait des petits tunnels à vent, ils ont étudié les vents, ils ont choisi un site à Cap-Hatteras, à Kétia exactement, pour faire voler leur premier avion. Ils ont fait une rampe de lancement pour faire voler l'avion. Ils ont bâti leur propre moteur. Donc, si eux étaient capables de faire ça, je m'étais dit, bien, nous autres aussi, on est capable de faire ça. On a déjà tous les matériaux, les connaissances, les experts qui nous entourent dans différentes compagnies qui peuvent nous conseiller. Donc, j'ai pris le téléphone, puis j'ai appelé différentes compagnies pour avoir des subventions, des commandites. Et puis, sur environ 30 présentations, on a eu 26 commanditaires. Quand même, Ouais. wow, Ouais. ça score fort. Ouais. Joe, pourquoi t'as pas pensé fabriquer un avion? C'est malin. On avait tout. En Ouais. plus, on a un expert en composite. Ouais. Écoute, on pourrait le faire maintenant. En fait, Salim a son propre avion déjà. Ouais. puis Ouais. Ça ne donne rien d'en faire un. Il y en a un déjà. Ouais, c'est Je ça. peux J'ai l'emprunter si je veux. J'ai les plans, j'ai les moules encore. Les fiches que tu avais un peu plus tôt, est-ce que c'était ça? Oui. Est-ce qu'on c'est les ça, a exactement. pas? Ouais. Les fiches. Est-ce qu'on les a apportées de main? On va demander à la régie de nous apporter les fiches tranquillement pendant qu'ils nous amènent. Donc là, tu t'es dit, on va fabriquer notre propre. Puis c'est un projet que, si on envoie les photos, ça a réussi, Ouais. il a volé. Oui, absolument. Ouais, fait que, ce qui était drôle, anecdote à ce niveau-là, tu es étudiant en design de l'environnement. Merci à la régie. Et puis, si tu veux le présenter. Oui, on peut le présenter, tout ça. Regardez, c'est un avion, il y a du style en plus. Ça a du style, comme je dis, ça fait penser un petit peu au Sea-Wind à l'époque, Ouais. qui pouvait, mais sur les plus Non. esthétiques et plus C'est Sea-Wind qui ressemble à ça. Ah, voilà. Voilà, non, esthétique en plus, c'est trop. Ça a l'air assez super spatial. beau. Ouais. Là, on voit, c'est un turbo propre celui-là. Hein, Non, c'est un hélice. Hélice, C'est un moteur Lycoming. C'est le même moteur qu'on a sur les Cessna 172. C'est un 2 places en tandem. Le moteur est à l'arrière, mais c'est une configuration standard. M'excuserai la mélange, j'avais pas mes lunettes, sinon je l'aurais vu tout de suite, mais. Des excuses. Je rajeunis C'est pas. correct. Hein. Non, c'est ça. Et puis, c'est une construction fibre de verre, fibre de carbone, tout infusé. Wow, quand même. Puis ça, en kit, tu me dis, parce que
les gens peut-être sont moins familiers en général à entendre parler d'un avion en kit. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire? L'avion, il tire. Explique un peu ça, le concept là, de l'avion en kit. C'est vu de où? Ouais. Ça partit comment? Puis ça s'adresse à qui? Parce que l'avion en kit, on l'entend. Si on n'est pas dans le domaine, on va l'entendre rarement. Puis même les gens dans le domaine, Joe, avais-tu déjà entendu parler d'un avion Non, en même kit? pas. Je suis dans le domaine de l'aéronautique Ouais. depuis longtemps. Puis le kit, j'ai jamais entendu ça. Ouais, ouais. Le kit, ou aux États-Unis, ce qu'on va appeler l'avion expérimental, c'est une catégorie à part que les autorités reconnaissent. Et puis, ça a été fait après la Deuxième Guerre mondiale pour garder les gens dans l'aéronautique intéressés à rester dans l'aéronautique puis à faire la promotion de l'intérêt puis de l'expertise pour l'aéronautique. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont fait cette catégorie-là en disant si tu fais plus que 51% de l'avion, tu deviens le manufacturier de ton avion et puis on va l'inspecter comme si tu étais un manufacturier et puis c'est toi qui en es responsable. Celui qui fournit 49% n'a pas la responsabilité de l'assemblage final parce qu'il fournit des morceaux. Donc là, ton avion devient certifié, comme autant par la FAA ou Transport Canada. exact. Fait qu'il y a permission de voler Exact. dans un cadre qui est plus limité, qu'on Ouais. ne peut pas faire du charter. Ou Ouais, exactement. Puis le but de ça, c'est pour l'éducation, utilité personnelle. Donc, c'est surtout ces catégories-là qui vont être promues avec ça. Et puis, ici au Canada, c'est le chapitre 549. C'est l'équivalent de l'avion expérimental aux États-Unis. Et puis, on va envoyer un inspecteur de Transport Canada pour inspecter l'évolution de l'assemblage puis de la fabrication 2 fois lorsque tu fabriques un avion. Donc, c'est pas laissé à n'importe qui assembler n'importe comment. Puis une fois que les autorités, Transport Canada, te délivrent un certificat, ils vont te délivrer un certificat de navigabilité spéciale. Tu peux juste voler autour d'un aéroport particulier pendant 25 heures. Puis 25 heures sans snag. Ça veut dire qu'il n'y a pas de défaut. Si jamais ton moteur a des ratés en vol, il faut que tu recommences à voler. Parce que là, tu vas atterrir à l'aéroport, il s'est passé quelque chose, il y a eu un problème mécanique. Évidemment, si tu as un flat pendant que tu étais stationné à l'aéroport, c'est pas grave. Mais s'il y a une roue qui barre pendant que tu roules, puis que tu as ramassé le gazon, bien là, il faut que tu recommences tes 25 heures. tout le processus. Il faut que tu prouves à Transport Canada que l'avion est assez sécuritaire pour voler sans problème. Donc, tu fais ton vol, tu pars d'un aéroport particulier, c'est-à-dire qu'il y a un aéroport qui est identifié, c'est lui que tu vas aller. Oui, tu vas... tournes, je pense que c'est 25 000 nautiques autour de l'aéroport, donc tu as un diamètre de 50 000 nautiques, à moins que la règle a changé. Et puis, tu dois rester autour de cet aéroport-là. Tu ne peux pas aller ailleurs, tu ne peux pas te promener à Sherbrooke si tu es à Saint-Hubert. Mais par exemple, je suis Pour être sûr qu'il y a des raisons de sécurité. À Dorval, on peut pas, ça serait pas possible. Ou même. Non, il y a peut-être des restrictions parce que c'est trop commercial. C'est ça, exact. Quand on parle d'un environnement comme à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est un aéroport davantage qui avait la vocation militaire de l'époque, mais aujourd'hui c'est plus, plus civil. Mais comment tu dis, l'espace aérien, il faut faire attention parce que l'espace aérien de Dorval est proche, puis tout ça, comment... Mais l'espace, c'est tant que tu restes autour de ton aéroport, si tu veux faire des exercices à une plus haute altitude, puis tu arrives dans un autre espace aérien, tu es encore correct, je pense. C'est vraiment, ils veulent garder l'aspect sécuritaire pour que si jamais il y a un pépin, tu puisses revenir à ton aéroport que tu connais. Donc, ils ne veulent pas t'autoriser à faire des voyages pour le fun, let's go. Mais une fois que tu as fait ces 25 heures-là, nous autres, on a été en Floride avec cet avion-là. Ah oui? OK, c'est 25 heures une fois, c'est réussi, là, tu as une autorisation d'aller plus... Là, ils t'émettent un permis de navigabilité standard. OK. Et puis, ça devient comme un avion standard. Wow. Puis, ce qui est le fun, vu que tu as fabriqué l'avion, tu la connais extrêmement bien, cet avion-là, tu es autorisé à faire la maintenance toi-même. Donc, beaucoup d'économiser. Tu économises des frais. Il y a aussi des avantages au niveau de certains trucs. Ils vont te recommander de façon très forte d'utiliser du matériel qui est reconnu aéronautique pour tout ce qui est boulons, filage électrique, des pratiques aéronautiques reconnues. Ils vont te donner un livre, une Bible
puis il va dire, suis cette Bible-là, si tu fais ça comme il faut, c'est correct. Par contre, ils vont laisser des latitudes comme la batterie. Les batteries aéronautiques, c'est souvent moins fiable qu'une batterie automobile. OK. Ah oui. Ouais. Ah ouais. Étonnant. Donc, Bien plus cher. C'est surprenant. oui, elle est 2 fois plus chère, puis elle dure 2 fois moins Moins longtemps. efficace. Oui, c'est ça. Puis souvent, les avions expérimentaux ont toutes des batteries automobiles. Et puis, c'est tout sur le 12 volts au lieu du 24. Quand je disais que c'était le couteau suisse de l'aéronautique. Puis en fait, tu n'es pas mécanicien. Comment qu'une personne qui n'est pas mécanicien, qui n'a pas un diplôme en mécanique d'aéronef peut réparer un avion et être autorisé par Transport Canada? Moi, Évidemment, chacun... fabriquer un avion, c'est en anglais, on appelle ça un labor of love. Il faut vraiment que tu aimes ton projet. Ouais. Si tu n'aimes pas ton projet, tu ne le finiras jamais, tu n'auras jamais la patience de fabriquer ton avion au complet. Ça prend entre 2 et 5, des fois même 10 000 heures, faire un avion comme ça. Fait que 2 000 heures de temps, c'est 1 an à temps plein sur ton projet. Ça, c'est presque un minimum. Faire un avion, il y a des avions plus rapides que ça, des ultra-légers, des trucs comme ça qui peuvent prendre 200-300 heures pour fabriquer ton avion. Mais un avion comme ça, c'est environ 2000 heures de vol, 2000 heures de temps de travail. Et puis, souvent, quand tu arrives à une impasse, ben là, tu appelles un mécanicien, quelqu'un que tu connais bien, puis qui va te donner un coup de main. Et puis, dans ce domaine-là, il y a une communauté, il y a ce qu'on appelle des chapitres. Donc, il y en a un à Saint-Hubert. Il se voit une fois par semaine. Puis le chapitre, ben là, il y a des gens qui sont déjà mécaniciens. Il y en a d'autres qui ont une expertise en peinture ou en débosselage ou quelque chose comme ça. D'autres qui sont ébénistes. Il y en a d'autres qui sont peintres. Donc, ça s'entraide beaucoup. Ça se donne des conseils. Et puis, c'est souvent des amis. Donc, ça devient une communauté intéressante à faire partie pour ce genre de projet-là. Mais oui. Ah, c'est vraiment beau le domaine. Puis, est-ce que l'expérience passée, j'ai pu constater qu'il y en a qui se sont essayés, mais je me demande si c'est quelque chose de répandu. L'avion en kit peut être une phase pour, après ça, éventuellement, si l'avion en kit fonctionne bien, il y en a qui vont dire, je veux me lancer en production avec ces avions-là. Tu testes un peu en kit, ça va bien, puis après ça, on va transitionner pour la production. La phase de... Puis je l'ai vécu chez Hutchison, quand on parle de certification. C'est long. Mon Dieu, juste pour un petit panneau, où est-ce que tu t'accotes le bras dans un avion business, quand tu dis que la personne qui devrait signer le papier, ça fait 2 mois que tu l'achales pour signer le papier pour qu'on puisse finalement... Puis après ça, tu changes un petit ingrédient dans la colle que tu utilises d'habitude. Finalement, il faut faire tous les tests, etc. Partir un projet d'avion en kit à l'époque, en 1998-2000 environ, c'est environ 1,5 million de dollars pour partir une business comme ça, en kit. Partir un avion certifié comme ça, au pif, c'est pas en bas de 20 millions. En 1998, en dehors de 1998. On actualise aujourd'hui, c'est x2 au moins. 100 millions. Wow. Fait que, ça, c'est pour un avion certifié. Il fallait avoir des assurances parce que j'avais des investisseurs à risque dans notre compagnie. On avait Innovatech, on avait Fonds régional de solidarité de Montérégie, le fonds de la FTQ, dans le fond régional à Saint-Jean. Et puis, on nous a demandé d'avoir une assurance responsabilité pour les actionnaires. Et puis parce qu'un des actionnaires, c'était moi, qui était concepteur de l'avion, il y a juste une compagnie en Angleterre qui faisait les assurances. En 1998, on parlait de 100 000 et plus par année. Wow! Fait que tu n'as pas fait de profit encore, puis on te demande 100 000 c'est un hobby qui coûte cher. Ouais. Donc, les actionnaires ont décidé de dire OK, mais écoute, on va rouler sans cette assurance-là. Tu n'as pas le choix. Et puis, donc, ce qui fait aussi que les avions certifiés sont chers parce que justement, il y a un premium à payer de 100 000 par année pour ce genre d'opération-là. C'est important ce que tu as mentionné là. Je fais toujours une petite parenthèse, actualité. Actualité avec Jean-Sébastien. Je vous compte ça.
Il va y avoir une musique, ça. Puis, tu sais, aujourd'hui, on peut entendre avec les menaces de tarifs avec Trump au niveau de la frontière, puis tout ça. Puis on va mettre des tarifs de 125%. C'est des tarifs importants. Puis là, il y a des menaces de délocalisation pour rapatrier des compagnies vers les États-Unis. Mais pour ce qui est de l'aérospatial, on ne parlera pas d'automobile, mais pour ce qui est de l'aérospatial, c'est tellement complexe certifier une pièce. Tu sais, chez Hutchinson, comme tu l'as dit, un panneau très simple, c'est tout un processus qui peut prendre plus d'un an là, pour juste certifier une pièce. Puis ça, c'est un panneau, là, on ne parle pas de la pièce qui va dans le moteur pour impulser un moteur chez Pratt & Whitney, par exemple. Fait que les entreprises qui ont cette approbation, cette certification-là, ils ont en même temps une espèce de petite exclusivité sur le produit. Ouais. Changer de fournisseur, c'est hyper compliqué parce que même si tu changes de fournisseur, il faut que tu fasses réapprouver ton processus. Donc, c'est tellement des délais, c'est tellement des coûts importants que penser à apporter des changements au niveau d'une chaîne d'approvisionnement qui est aussi intégrée, c'est excessivement complexe. C'est pas quelque chose qui peut être pensable à court ou moyen terme. C'est pensé sur des années et des années. Là. Ouais. Voilà, c'est des investissements importants. Ça marche par appel d'offres, puis une fois que tout a été approuvé, de changer de fournisseur, c'est tellement long. Fait que la compétition est durant l'appel d'offres, j'imagine, pour faire telle pièce, par exemple. Une fois que c'est approuvé, mais que c'est lancé, il n'y a pas de changement de fournisseur. Tout est toujours possible, évidemment. Ouais. À un moment donné, on manquait, c'est l'équivalent d'un écrou, là. Mais un écrou 440, je ne sais pas si tu sais c'est quoi, gros 440. Tu peux petit, W40, mais pas. 440, là, c'est extrêmement petit là, comme écrou. Et puis, il y avait un molletage spécial, puis il y avait juste une compagnie qui fabriquait ça, puis on avait appelé cette partie-là dans nos dessins. Puis on était en rupture de stock de cette pièce-là. On ne pouvait pas la remplacer parce qu'il n'y avait pas d'équivalence. Il fallait qu'on rouvre tous les dessins, qu'on les fasse approuver par Bombardier, etc., etc. Fait qu'on a préféré attendre, souffrir, puis payer 3 fois le prix de ce petit boulon-là, pour pas dire d'autres choses. Puis quand on l'a eu, là, c'était le paquet, ça tenait dans la main. C'est décevant, hein, quand tu le reçois. C'est comme tout ça pour ça. C'était des appels, de l'effort au niveau du téléphone, puis des emails, puis des pressions pour avoir cette pièce-là quelque part avec un fournisseur X. Puis la production était bloquée. Ah, l'aéronautique, hein? Dans toute sa beauté, tout son charme, mais tout le trouble qu'il y a autour. Hein? Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est ce qui fait aussi que on veut être sécuritaire dans nos avions. On veut s'assurer qu'on ne met pas n'importe quoi par n'importe qui, n'importe comment. Donc, on veut s'assurer que c'est ça coche, comme on dit. Puis c'est correct. Ouais, exactement. Surtout, on déplace des gens, des milliers de personnes, là, des millions de personnes. Donc, il faut qu'elles soient ceux qui sont inquiets de voyager en avion, aussi, ce sera en mesure de voir comment les processus sont rigoureux de la fabrication à la maintenance des aéronefs. C'est tellement sérieux, c'est tellement structuré que c'est pas de moyen de transport plus sécuritaire que ça. Exactement. Et oui, le billet d'avion peut coûter cher des fois, mais la fabrication d'un avion coûte tellement cher pour une compagnie d'aviation qu'on comprend aussi pourquoi il se repaye finalement avec le billet en quelque sorte, puis ça prend des années avant de repayer l'avion aussi. Oui, c'est ça. Souvent, comme quand j'enseignais, j'ai enseigné dans une école de pilotage, on allait chez Pratt & Whitney, juste à côté, à Saint-Hubert. Puis les moteurs sont souvent vendus aux clients à perte parce qu'ils savent qu'ils vont faire de l'argent avec la maintenance. Par après. Puis ils savent que le moteur, il ne servira pas pendant 1 an ou 2, il va servir pendant 10 ou 15 ans. Là, donc, il va y avoir 2 ou 3 maintenances dessus. Donc, c'est comme ça qu'ils font leur argent. C'est le même principe avec les imprimantes. Hein. Ils vendent une imprimante à 30$, mais ça. Une cartouche. Ils se repayent ses cartouches, c'est ça, exactement. Oui, puis le livre, hein, ça te prend le livre de maintenance du motoriste, puis tout ça, puis ils ne donnent pas leur livre, ils te le vendent en plus, là, c'est pas... Ah, puis ça, je pose la question au niveau de la maintenance de ces avions-là, parce que je vais passer j'ai les hélicoptères Robinson en tête. C'est des cycles de maintenance, soit au niveau du temps ou au niveau du nombre d'heures de vol. Au niveau de l'aviation, c'est un peu plus lousse. Mais je ne sais pas si en termes de délai, peut-être, je me souviens les heures, il y a les 50 heures. C'est un petit peu ça, exactement. C'est exactement ça. Tu as les 50 heures qui est ton changement d'huile, tu vérifies tes pneus, vérifier la pression dans les pneus, etc. Vérifier les freins, etc. Tu vois de l'usure, tu la répares à toutes les 50 heures. Ça, il y a les 100 heures, il y a les 200 heures,
les 500 heures, je pense, puis les 1000 heures. Puis au niveau des avions en kit, c'est la même chose? Il y a des annuels. Les annuels. Transport Canada va t'exiger un annuel sur ton avion pour s'assurer que ton certificat de navigabilité est Bien. conforme. Donc, une fois par année, tu inspectes ton avion, toutes les parties, puis tu dis j'ai fait mon annuel, puis il est conforme. Ouais. Donc, ça te permet de faire le tour de ton avion comme il faut pour t'assurer que tout est correct. Puis il n'y a pas un moment où, je pense aussi aux compagnies aériennes, des fois, il y a une étape où il faut qu'ils strippent l'avion complet. C'est le fameux C-check. Ouais. Tu vas jouer un C-check, là, ça coûte. C'est pour ça que voler en avion, là, des fois que les gens qui disent à la maison ça coûte cher, mais c'est parce que tout le travail qui est en arrière, ça coûte cher. Là. À Québec, par exemple, sur des avions régionaux, ils strippent l'avion complet, puis ils refont. Ouais. Puis ou sinon, à Dorval, des fois, c'est les moteurs. Ils strippent les moteurs, puis ils refont. Puis ça coûte une fortune. Ouais. Puis est-ce que c'est au niveau des avions en kit, on peut se rendre jusqu'à cette étape-là? Ou... Oui. Je vais dire quelque chose que j'ai rarement vu, là, mais souvent les avions, quand il y a un changement de propriétaire puis que tu n'as pas le logbook, puis que tu n'as pas l'historique de l'avion, ben c'est un petit peu ça qu'il faut que tu fasses. Ah oui, tu le Ouais. pas. Et il y a strippé puis il y a strippé. Là. Je ne suis pas sûr que tu vas défaire tous les panneaux avec tous les rivets dessus pour le remonter avec des rivets. Hein. Je suis sûr que tu ne fais pas ça. Mais il faut falloir que tu fasses une inspection vraiment sérieuse pour t'assurer qu'il n'y a pas de corrosion, que tout est correct, tout est en forme, tout est en ordre, etc. Pour avoir un certificat de navigabilité de Transport Canada. Puis je suis presque sûr que Transport Canada va vouloir dire OK, tu es nouveau propriétaire, tu n'as pas ton logbook, tu n'as pas la maintenance, tu n'as pas l'historique de cet avion-là. OK, on va faire une inspection sérieuse. Ils vont pousser, oui. Ouais. Puis, en fait, une autre question que j'aurais pour toi, en fait, Salim, il y a le côté technique. Bâtir un avion, c'est vraiment c'est extraordinaire, mais il y a tout le côté administratif que tu as fait aussi. Ouais. Tu parlais des gens qui ont investi avec toi. Ouais. As-tu tout fait, tout le processus? As-tu eu de l'aide à travers ça? Parce que, tu sais, à un moment donné, ça vient, pour un seul homme, ça reste une grosse job. Oui, c'est énorme. C'est titanesque. Ouais. Ce projet-là, on a eu plus de facilité à trouver 26 commanditaires qu'à trouver un banquier. OK. Ah oui. J'ai eu, je pense qu'on a fait 9 banquiers, puis un moment donné, dans le champ gauche, quelqu'un que je ne m'attendais pas à ce qu'il devienne notre banquier, lui, il a pris le risque avec nous autres, puis il a dit OK, On y va. On y va. Mhm. Et puis après ça, on a négocié, puis là, c'était comme OK, non, mais là, tu as besoin d'un partenaire financier à risque. Là. Fait que là, c'est OK, on trouve un partenaire financier à risque. Après ça, peut-être que ça prendrait d'autres choses aussi. Fait qu'on a été chercher un fonds d'aide aux entreprises, ce qui était M. Bonaldo. À l'époque, À l'époque, oui. exactement. Alors, avec tout ça, à un moment donné, les gens se sont sentis confortables et ont dit OK, on investit dans l'entreprise. Mais ça a pris techniquement 1 an et demi de faire ça, à temps plein. Et la ronde de financement, quand même, c'est un processus qui est assez laborieux. Oui. Ouais. Puis après ça, bon, évidemment, t'es arrivé le 11 septembre, puis là, on a manqué de gaz, comme on dit. Là. Fait qu'il a fallu qu'on refinance l'entreprise une 2e fois, une 3e fois. Ouais. Puis la 4e fois n'a pas passé. Il y a eu un changement de gouvernement. Et puis, il y a eu des coupures budgétaires dans certains domaines financiers. Et puis, notre interlocuteur chez Innovatech nous a dit, écoute, on ne peut pas suivre. Il va falloir que tu déclares faillite. Ah oui. Ouais. Puis est-ce qu'il ce type de financement d'entreprise-là, est-ce que ça faut que tu y laisser donc faut mettre il y a beaucoup de garanties à mettre Ouais. oui pour accéder à ces prêts-là? À l'époque, j'avais 28 ans, je pense. Évidemment, je n'avais pas de maison. J'avais juste un vieux char avec mon partner. Il passe en garantie. Puis là, le char valait ce qu'il y avait comme gaz dedans. Fait que, Le gaz d'été, ça le sort. ah, c'est ça. Puis le gaz n'était pas cher à l'époque. Là. Fait que, et puis, ils nous ont demandé de cautionner l'entreprise à un certain montant si jamais on devait faire défaut. Quand on a fait défaut, le banquier est venu me voir puis il me dit OK, Salim, viens ici. Tu me dois un certain montant d'argent, qui était un bon montant. Il me dit T'as-tu un chalet?
T'as-tu une voiture de luxe? T'as-tu une villa? T'as-tu... Une dealer, oui. genre, Lui, il t'sais, dit ben, un avion, une dealer, ouais, c'est ben, ça, mais. T'as-tu une maison? Fait que Il dit j'ai du gaz dans mon auto. c'est à peu près ça que j'ai dit. Parce que on peut pas saisir quelqu'un s'il y a juste un frigo, un lit, une télé, un sofa, Des biens de base. des biens de base. Ouais. Puis si tu es vendeur sur la route, on ne peut pas se servir de ta voiture. Ouais. Donc, c'est ce qui est arrivé. J'ai reparti à zéro. Puis après ça, avec l'expérience que j'ai eue, c'est ça, j'ai progressé comme dessinateur d'une entreprise qui faisait de l'architecture. L'architecture esthétique, là. C'était vraiment intéressant. Et puis après ça, j'ai été chez Bombardier comme expert technique en composite. Après ça, j'ai fait tool design, conception outillage chez Bombardier. J'ai fait des très, très beaux projets. J'ai même travaillé sur le Global 5000-8000. Encore une fois, pour les gens qui nous écoutent, un concepteur d'outillage, oui, il conçoit quoi? Oui, c'est ça. C'est une bonne question. Parce que souvent, les gens vont dire qu'ils conçoivent des tournevis, qu'ils conçoivent des drills, des sauteuses. C'est pour bâtir un avion comme le Global, ça prend non seulement des outils pour former les tôles, former le devant de l'avion ou le côté ou le derrière, mais ça prend aussi des outils d'assemblage. Donc, on va prendre des sous-composants, on va les mettre dans une structure qui va les mettre à sa place. Après ça, on va plaquer les pots de chaque côté. Après ça, on va les rifter, on va les fixer de façon précise pour que quand on la sorte de la jig, du gabarit, exactement, qu'elle soit bonne et droite. Puis une fois qu'on a la sous-composante, là, il faut l'assembler dans l'avion. Fait que là, dans l'avion, c'est un autre jig, ça. Plus gros, plus costaud, plus droite. Pas plus droite, mais bon, aussi droite qu'on veut dans les plans. Et puis après ça, on vérifie. Puis une fois que tout est assemblé, là, c'est un tronçon d'avion qu'on vient assembler avec le devant de l'avion. Donc, il y a des supports, il faut que ça s'enligne, il faut que ça bouge comme ça, il faut que ça bouge dans tous les axes, s'assurer que l'avion est droit quand on l'assemble. Une fois qu'il est tout assemblé, on peut le sortir. Fait que c'est ça les outils qu'on concevait. Okay. Ah, mais c'était impressionnant, l'apprentissage que tu as dû avoir à travers cette expérience entrepreneuriale-là. Là. Puis, ce que ça dit aussi, c'est quand tu es jeune aussi, c'est le temps d'oser. Oui. C'est le temps d'oser, c'est le temps de prendre des risques. Puis que, comme tu dis, tu as bougé pour reprendre ta vie, puis l'apprentissage que tu as eu là. Mais quand tu as une maison, tu as la voiture, tu as la villa, tu as tout ça, c'est plus difficile de prendre un risque, de tout mettre en garantie, versus là, tu vois, tu fonces. T'as rien, mais regarde, si ça marche, on passe à go, puis... Ce qui motive, ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'il faut vraiment faire quelque chose qu'on aime à la base. Et puis, quand on a cette flamme-là en dedans de nous, on est capable de mettre les heures, l'effort, puis l'intérêt pour réussir. Puis c'est ça qui est très important. Et puis, souvent, il faut y goûter un peu là, avant de savoir si tu vas l'aimer ou pas. Puis, à un moment donné... il y a des pilotes, une fois qu'ils goûtent à piloter, après ça, ils lâchent tout puis ils veulent devenir pilote de ligne. Là, parce que tu as ta licence de pilote depuis peu, tu me disais. Oui, depuis très peu. J'enseignais à des pilotes, instructeurs commerciaux et puis d'hélicoptères à l'époque. J'enseignais un cours de turbine, moteur à réaction, puis un cours de théorie de vol avancé. Et puis les gens me demandaient comment tu peux savoir comment l'avion réagit sans être pilote. Mais si tu es capable de la concevoir, c'est un peu comme la conception d'une Formule 1 ou quelque chose comme ça. Tu as des ingénieurs, des gens qui sont experts en aérodynamique, qui sont experts en pneumatique, les pneus, le moteur, etc. Mais c'est pas nécessairement le meilleur pilote qui va être sur la route pour faire la meilleure temps. Donc, c'est un peu ça. Fait que là, c'est le même que je l'expliquais. Écoute, non, Salim, c'est fort impressionnant, fort impressionnant. Écoute, déjà, là, le temps passé. Simon nous a fait un signe là, à la régie. La régie. On est rendu à la fin du podcast, mais franchement, Salim, fort impressionnant comme parcours. C'était des plus intéressants, c'est d'apprendre aussi. Je pense que c'est une belle leçon aussi d'oser, d'essayer. Tout l'apprentissage après ça, là, que ça t'a apporté pour être un meilleur dans le domaine que tu es aujourd'hui. On a pu tirer ça encore des heures. Es-tu content de mon invité? Oui, franchement. Encore une fois, tu es du pif. Oui, il a que ça. Et voilà. Il y en a trouvé un. Merci, messieurs. Vraiment, c'est un plaisir. Merci, Simon. Merci aussi à vous à la maison d'avoir écouté ça, d'être fidèle au poste. Puis écoutez, on se dit
à la prochaine pour un prochain podcast Aéro Show. Franchement, c'est un plaisir renouvelé. Puis Salim, c'est certain qu'on te réinvite. Franchement, merci. Merci. Merci, Salim. Merci. Allez. Yes. Allez.